Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour Axel, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît, pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Salut Lucas, merci pour l'invitation sur la chaîne. Écoute, donc pour me présenter rapidement, donc moi je m'appelle Axel, je fais des vidéos sur Internet sur les finances, l'investissement et la bourse de manière générale. Donc sur deux chaînes YouTube, ma chaîne principale Axel Paris et une chaîne qui s'appelle Axel Investir en Bourse, donc qui est une chaîne dédiée aux courtiers Interactive Broker. Et donc de formation, moi je suis développeur web à la base, et donc je fais toutes ces activités-là de vidéos, d'investissement aussi, tout ça en plus de mon travail, puisque donc je suis en temps plein développeur, et donc je fais ça le soir et week-end. Donc ça prend pas mal de temps, et donc on va essayer de parler, je pense, aujourd'hui de les différentes sources de revenus que j'ai pu mettre en place, peut-être comment est-ce que je fais justement pour gérer un peu tout ça en même temps. Voilà un peu tout ça, et j'ai oublié de dire que je suis à Bordeaux, donc super ville. Je sais pas si t'étais déjà allé à Bordeaux? Ouais, j'y suis déjà allé, je suis pas très loin, moi je suis de Bayonne, donc on est à 2 heures et c'est vrai que c'est une très très belle île. Ouais, j'adore. J'adore. Donc, Ouais. du coup, ouais, je kiffe cette ville, et donc, du coup, mon travail, il est ici, salarié ici, mais je suis en télétravail, et donc ça me permet aussi de pouvoir un peu plus gérer mes journées. Et donc, c'est Ok. ça aussi qui me permet de faire un peu plus de choses, je pense, qu'un un salarié peut-être un peu plus classique. Ok. Et du coup, avec ce temps qui te reste de libre, de télétravail et d'organisation, qu'est-ce que tu as pu mettre en place comme revenu passif? Quels sont tes revenus, enfin passifs ou non, hein, revenus on va dire plus complémentaires? Qu'est-ce que tu as en place aujourd'hui comme style de revenu? Là, aujourd'hui, si je devais faire un peu une liste, alors j'ai un peu de mal à définir passif, actif. Donc, moi, je vais plutôt dire des sources de revenus. Donc, Mhm. après, elles vont être plus ou moins passives, mais pour moi, il n'y en a pas vraiment qui sont 100% passives, parce que Ouais. ça prend forcément du temps ou de l'énergie ou quoi, d'une certaine manière. Donc, là, aujourd'hui, moi, ce qui va le plus me rémunérer, déjà, je vais avoir mon salaire en tant que développeur. Donc, là, c'est Mhm. un salaire classique. Ensuite, je vais avoir donc tout ce qui va concerner l'activité secondaire. Donc ça, en gros, j'avais une micro-entreprise. Là, je suis passé en SASU récemment. Donc pour le moment, l'argent rentre dans la SASU, mais il rentre pas trop dans mes poches. Il rentre dans les poches de la SASU. Et dans Ok. cette SASU, je vais avoir différentes sources de revenus. Donc je vais avoir les revenus YouTube, les revenus publicitaires sur mes vidéos. Donc dès qu'il y a une vidéo qui passe, dès qu'il y a une pub qui s'affiche, que les gens cliquent, YouTube me paye une petite partie. Donc ça, c'est un revenu publicitaire. Je vais avoir les revenus sponsorisés. Donc quand je fais une vidéo que je parle d'une marque, si la marque me paye donc un frais fixe, donc par exemple 500 euros, 1000 euros ou 2000 euros pour faire une vidéo, ça c'est un revenu supplémentaire. Je vais avoir les revenus d'affiliation. Donc quand je vais parler de cette marque-là ou d'une autre marque qui ne me paye pas en fixe ou qui veut me payer en fixe et en affiliation et en variable, et ben en fait c'est Mhm. simplement une variable sur l'apport d'affaires que je fais. Donc si je permets à des gens, enfin si je fais une vidéo sur des comptes bancaires, que les gens ouvrent un compte bancaire avec mon lien, je touche une commission. Et donc ça, l'avantage, c'est que c'est un côté très récurrent, alors que la vidéo sponsorisée, je fais une vidéo tout de suite, je suis payé, et ensuite ça s'arrête. Alors que l'affiliation, si la vidéo continue de marcher 6 mois après, un an après, je continue à toucher à des revenus. Donc ça, c'est, on va dire, vraiment les trois gros canaux de revenus que j'ai. Le quatrième, qui est un peu moins, mais qui est quand même assez présent, c'est toute la partie un peu vente de formation, de produits numériques. Donc je faisais des formations initialement sur une plateforme qui s'appelle Udemy, donc qui continue toujours de marcher. Donc en fait, j'ai arrêté de publier des formations dessus. C'est comme un peu des tutoriels disponibles à la demande. Donc là, les gens, s'ils les achètent, les vidéos, elles sont déjà faites, ils peuvent les acheter, les consommer. Mais ça fait 3 4 ans que je les ai pas touchées. Et donc, je continue à faire des ventes sur ces formations-là. Et à côté de ça aussi, je vends quelques produits numériques. Donc, ça que j'ai pas vraiment développé, mais c'est par exemple quelques Google Sheets qui permet de faire son suivi de finances ou des outils d'aide à la déclaration, des choses comme ça. Et donc, ça, en grosso modo, ça me fait une autre source de revenus. Et donc, tout ça, ça va dans la case, on va dire, SASU. Donc, ça, c'est l'activité secondaire. Et après, à titre personnel, donc j'ai acheté un petit appartement pour lequel je touche des loyers. Donc, c'est une nouvelle source de revenus. Je veux aussi avoir, là, j'ai récemment acheté un immeuble de rapport qui lui est acheté par une SCI, donc l'argent ne va pas rentrer directement dans ma poche, mais va rentrer dans la poche de la SCI avant. Et donc pareil, c'est censé faire une nouvelle source de revenus plus tard. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Et je vais avoir d'autres. Les revenus d'un livre. Donc j'ai écrit un livre l'été dernier, et donc ça va me faire des revenus de droit d'auteur sur ça. Et qu'est-ce que j'ai? Et aussi les revenus boursiers, que j'ai oublié de dire. Les revenus boursiers, donc en gros, j'ai pas mal investi en bourse, et notamment avec des actions à dividendes. Et en gros, je reçois des dividendes. Alors pareil, sur cette notion, je pense aussi pouvoir en reparler, mais pour moi, c'est pas vraiment des revenus passifs. Enfin, c'est plus ou moins des revenus passifs, mais en fait,
Pour le moment, je le sens plus comme une dépense parce que, en gros, je fais que investir tous les mois en bourse. Et donc, je pense que ce serait un peu de mentir de dire aux gens, bah waouh, maintenant je gagne 400 euros par mois grâce à la bourse. Ce qui est faux parce que ces 400 euros, enfin, pour moi, quand on dit on gagne tant d'euros par mois en automatique, c'est de l'argent. Enfin, intellectuellement, les gens vont se dire, c'est de l'argent que je vais pouvoir dépenser. Or, ces 400 euros de dividendes ou ces 100 euros, ou, enfin, peu importe, mais en fait, ils vont rester sur mon courtier pour pouvoir réinvestir et donc racheter de nouvelles actions. Donc, en réalité, c'est pas de l'argent de pouvoir d'achat, c'est de l'argent de qui va être réinvesti. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai un peu de mal avec les personnes qui disent, ouah, je sais pas, sur Robocash ou sur différentes plateformes de prêts à des particuliers ou de prêts à des sociétés ou du crowdfunding, du crowdlending ou n'importe quoi, ou de la bourse, par exemple. Les gens qui vont dire, ouais, j'ai tant de revenus automatiques qui tombent tous les mois. Bah ouais, mais tu ne vis pas avec cet argent-là. Tu vis d'autres choses. Tu vis d'un salaire, tu vis d'un business, tu vis d'autres choses. Donc voilà, c'est différentes sources de revenus qui me font rentrer de l'argent, mais c'est pas forcément cet argent-là que je vais utiliser tous les jours. Moi aujourd'hui, le seul vrai revenu que j'utilise, c'est mes revenus de salarié qui me permettent de vivre. Et après, ma SASU, etc. Et donc tout ça, c'est de l'argent que je réinvestis mais que je n'utilise pas. Donc voilà, je préférais quand même faire cette distinction plutôt que je dise, waouh, ce mec-là, il est full blindé. Non, parce qu'en fait, moi, je dépense entre 1500 et 2000 euros par mois de dépenses, de loyer, de nourriture, etc. Et tout l'excédent, il est réinvesti, il est épargné, il est mis de côté, etc. Donc voilà. Ok, Un peu donc plus, c'était complet. ouais, bah, c'est très bien. Donc ça te fait 7 ou 8 sources de revenus, on va dire passives. Passives, hein, voilà, je raccourcis beaucoup, mais c'est revenus complémentaires. Et tu as quel âge? Alors moi, Rappelle-moi. je vais sur mes 24 ans là cet été. Voilà, donc 24 ans, 8 sources de revenus passifs, comme quoi tout le monde peut le faire, quel que soit l'âge, et il faut pas avoir 60 ans avant de dire j'ai 3 sociétés et tout ça, on peut avoir des sources de revenus passifs, enfin revenus complémentaires, un peu n'importe quoi, n'importe quand. Et c'est super. Et par quoi, c'est quoi la première source de revenus passifs, enfin complémentaire, je vais y arriver, que tu as mise en place, hors travail salarié. Moi, la première, la première fois que j'ai eu des revenus qui étaient vraiment décorrélés de mon temps, que j'ai trouvé vraiment là où je me suis dit waouh, il y a un impact, c'était les formations en ligne. Et là, j'avais commencé sur Udemy. Et ce que je trouvais vraiment bien qu'Udemy, c'est que je trouve que c'est une plateforme qui, si tu fais des formations grand public, que tu fais des formations qui vont intéresser. En fait, il faut que tu fasses des formations guide complet sur apprendre à utiliser tel logiciel. Donc, en fait, des formations complètes sur un sujet qui vont s'adresser plutôt à des débutants, donc pas à des experts. Donc, en gros, l'idée, c'est de pas passer de 1 à 2, mais c'est de passer de 0 à 1. Donc, les gens qui n'y connaissent rien à je deviens intermédiaire. Donc, par exemple, c'est formation complète sur Photoshop, formation complète sur le design, formation complète sur comment faire de la cuisine, comment faire du batch cooking, des trucs comme ça. Donc des trucs vraiment complets. Et donc ça, c'est le type de formation qui marche très bien sur cette plateforme. Et donc moi, j'étais arrivé sur le marché français donc en 2000, je crois que c'était en 2020, je crois. Et il y avait personne sur la thématique du design. Donc j'avais fait des formations sur comment utiliser Figma, Adobe XD et comment faire un peu de web design. Et donc ces formations ont très bien marché parce que justement, j'avais bien compris cet intitulé qu'il fallait mettre guide complet ou de A à Z ou pour débutants, etc. Et donc en gros, le premier mois, donc j'avais fait 300 euros de vente. Alors j'avais déjà une petite audience, mais j'avais fait 300 euros de vente, donc c'était plutôt cool. Le mois d'après, j'ai pas mis plus d'efforts dans la formation, j'en ai juste un peu plus parlé. J'ai fait 400 euros, puis ensuite 500, 600. Et ensuite, j'ai fait d'autres formations au fur et à mesure. Je suis monté à peu près 2000 euros de revenus. Donc ça, c'est quand j'étais actif sur la plateforme et que j'ai continué à faire des formations. Je faisais des messages promotionnels et tout en disant, ah tiens, nouvelle formation, vous pouvez l'acheter et tout ça. Et ensuite, j'ai commencé à arrêter et je me suis remis sur YouTube. Et donc, du coup, je ne passais plus de temps du tout sur Udemy. Et là, forcément, mes revenus ont chuté, mais se sont stabilisés. Là, aujourd'hui, je suis entre 300 et 500 euros par mois de revenus qui tombent. Là, pour le coup, ça reste automatique parce que c'est automatique. Mais je pense que dans 5-6 ans, les formations vont devenir un peu âgées, les gens vont peut-être moins acheter, et donc ça va naturellement s'effacer. Mais ceci dit, c'est quand même des revenus qui tombent tous les mois sans que j'ai vraiment, pour le coup, rien à faire. Et ça, pour moi, ça, c'est la vraie définition d'un revenu passif. Mais en fait, il n'est jamais réellement passif puisque ça va s'arrêter le jour où les gens arrêteront d'acheter. Donc, je souhaite que ça n'arrive pas, mais ça va peut-être arriver, je pense.
Ok. Et pour reprendre un petit peu ces formations, on va commencer sur ce thème-là, puisque ça se porte au sujet. Est-ce que tu penses que tout le monde peut faire des formations si tu as une spécialité, quel que soit ton domaine, ou des plateformes via Udemy, c'est plus, comme tu disais, sur l'utilisation de logiciels ou des choses comme ça, ou si moi demain je suis un pro de tennis, je peux faire une formation sur le tennis, par exemple, via ce genre de plateforme. Ouais, tu peux totalement, mais du coup, enfin, en tout cas, je pense que la plateforme Udemy en elle-même, il y a vraiment des codes. C'est un peu comme YouTube. Faut suivre les codes Ok. et les codes, c'est des formations très pratiques. Donc, c'est apprendre concrètement quelque chose. Si tu fais une formation sur, euh, je pense à tout ce qui fait un peu soft skills, donc genre comment gérer les conflits en entreprise, comment t'évader intellectuellement, des trucs tu vois un peu plus entre guillemets farfelus. Mm. Ça, je pense que ça va très peu marcher. En tout cas, si ton objectif c'est de faire pas mal de ventes, hein. Après, il y aura forcément Ouais. des gens pour ces formations-là. Mais pour faire du chiffre, pour moi, il faut que ce soit donc très concret et très technique. Donc, par exemple, bah, du coup, logiciel, c'est encore plus parce que les gens suivent la vidéo, peuvent mettre en pause, peuvent tester sur le logiciel. Et donc, aussi, c'est une thématique qui rapporte pas mal. Sur Udemy, notamment, la thématique qui rapporte énormément, bah, c'est tout ce qui va être donc design et code. Donc, s'il y a des développeurs qui veulent faire des formations, c'est la plateforme sur laquelle il faut se mettre si on n'a pas d'audience. Parce qu'après, j'ai des potes qui justement avaient zéro audience et qui ont lancé des formations sur Udemy. Ils ont fait des ventes en étant personne, enfin dans le sens personne où ils n'ont pas Mm. besoin de créer de crédibilité auprès des gens. Alors que d'autres potes se sont dit, je vais commencer à faire une chaîne YouTube, à essayer de créer une communauté. En fait, YouTube, ça marche, mais si tu vends au bout de, je pense, 6 mois, entre 6 mois et un an, en dessous de 6 mois, c'est compliqué de vendre des formations, surtout si tu veux les vendre à 100, 200 euros. Et aussi, une chose importante à savoir, c'est que sur Udemy, les formations, elles sont vendues très peu cher. Moi, en gros, je vends entre 10 et 20 euros par vente. Et ce que je gagne, c'est à peu près entre 3 et 5 euros par vente sur ma part. D'accord. Parce qu'en fait, il y a une partie. En fait, c'est un peu compliqué la manière le système de rémunération d'Udemy, mais en gros, net dans ma poche, qui me tombe par vente, c'est à peu près 3 ou entre 3 et 6 euros. Euh, Ça peut monter à 10 des fois. Et donc, du coup, en gros, il faut faire un gros volume. Et donc, si vous faites 2 ventes par mois, bah, vous aurez 15 euros, alors que si vous en faites 200, bah, vous aurez beaucoup plus. Donc, il faut pour ça faire des thématiques qui attirent le plus de monde possible. D'accord. Donc, pour se lancer dans ce genre de choses, vaut mieux, vraiment mieux avoir quelque chose de concret, plutôt que d'être un psychologue ou quelque chose comme ça, comme tu disais, d'avoir un truc de plus flou. Voilà, ok. Exactement. Après, on peut faire aussi de l'argent sur des thématiques très nichées, mais là, du coup, il faut avoir une audience. Genre, si vous voulez faire Ok. un truc sur la neuroscience ou sur, en effet, le tennis pour les handicapés ou un truc particulier, bah là, il Mhm. faut créer une communauté, faire des vidéos régulièrement. Et ça aussi, du coup, c'est ce que j'ai appris aussi avec ma chaîne secondaire. C'est que, du coup, moi, j'ai une chaîne secondaire sur le courtier Interactive Broker. Donc, c'est une chaîne qui est très spécifique, puisque bah, c'est des gens qui veulent investir en bourse, qui ont souvent des gros portefeuilles et qui investissent avec un courtier qui est pas forcément très connu en France. Et donc, ça fait qu'il y a peu de monde dessus. Mais pour le coup, comme je fais une vidéo par semaine dessus, donc je peux être hyper précis sur ce que les gens veulent, donc comment faire ci, comment faire ça sur telle option. Donc, je vais vraiment loin sur ce logiciel. Et je pense que c'est ça, en fait, la force des gens pour créer une communauté. C'est au lieu de vous dire, je vais faire une chaîne YouTube sur l'immobilier, bah, je vais faire une chaîne YouTube sur l'immobilier pour les seniors, par exemple. Et ça, c'est vraiment génial parce que là, vous allez être l'expert de l'immobilier senior. Et ça, c'est beaucoup mieux d'être l'expert d'une plateforme ou d'un truc particulier que d'être le mec random dans l'immobilier de manière générale. Et après, c'est là D'accord. où on peut vendre des formations spécifiques. Moi, je sais que par exemple, je pourrais vendre une formation sur comment faire sa déclaration d'imposition avec Interactive Broker. Genre le truc que ça vendrait zéro, ça ferait zéro vente sur Udemy. Je sais que là, je pourrais peut-être faire quelques centaines, voire milliers d'euros de vente avec ça. D'accord. Donc tout dépend, ouais, de la plateforme, de sa communauté, de comment on est lancé, etc. Et mais vu qu'on parle de YouTube, comment t'es venu l'idée de te lancer sur YouTube? Qu'est-ce qui t'a amené à faire des vidéos et à créer du contenu sur cette plateforme? Ouais, moi, à l'époque, j'avais ma chaîne, bah, en fait, ma chaîne historique, donc Axel Paris, je l'ai créée en 2013, donc ça va faire quasiment 3 ans, 10 ans, pardon, que je l'ai. Et Ok. donc, j'ai fait plein de thématiques. C'est aussi une grosse erreur sur ma chaîne, c'est que comme elle est très âgée, et ben, en fait, j'ai une audience qui a évolué avec le temps et donc qui est plus du tout la même enfin, qui est intéressée par mes nouvelles vidéos que je fais. À l'époque, je faisais des vidéos sur du design, sur des effets spéciaux, je faisais même des vlogs, je faisais des trucs de voyage et tout. Donc, bref, rien à voir. J'ai commencé à faire un peu de design. Ensuite, j'ai fait un petit peu d'entrepreneuriat, de développement personnel, donc des trucs genre, ouais, développement personnel déjà, ça veut tout dire. Et puis ensuite, je suis passé sur la thématique un peu finance, fiscalité, tout ça.
Et là, même encore aujourd'hui, je décide de ne pas me spécialiser parce que je ne veux pas me fermer de porte. J'ai envie de parler d'immobilier, j'en parle. J'ai envie de parler de fiscalité, j'en parle. J'ai envie de parler de Mhm. micro-entreprise, j'en parle. Donc, du coup, c'est une chaîne qui est hyper, comment dire, éparpillée en termes de sujets. Et ça, c'est mon erreur. C'est que dès que je fais une vidéo, donc même en ayant 50 000 abonnés, je fais une vidéo, je fais 1000 vues. Et ça, c'est un gros problème. Contrairement à la chaîne spécifique, là, en fait, je parle de ça parce que je trouve que pour les gens qui veulent se lancer sur YouTube, vraiment choisissez une niche très spécifique et ensuite élargissez quand vous aurez une audience de base qui va être fidèle, mais ne faites pas tout de suite l'erreur d'aller vous éparpiller et faire 10 vidéos sur des trucs de base hyper connus, etc. Allez, répondez à des besoins précis, faites des tutoriels, faites des trucs très précis. Et donc voilà, pour en venir à ta question, du coup, moi, ça fait donc 10 ans que je suis sur YouTube et ça fait, on va dire, 4 ans que je me suis mis en mode plus business. À l'époque, je faisais du design, je gagnais pas beaucoup d'argent. Je gagnais du coup de l'argent avec Udemy quand j'avais fait mes formations. Quand j'étais revenu sur YouTube en me disant, je vais refaire des formations, du design, etc., j'ai essayé de voir, en fait, je voyais que ça me vendait pas énormément. Et j'avais fait une vidéo sur les micro-entreprises. Et là, je vois déjà les revenus publicitaires avaient augmenté sur YouTube parce que je parle d'entrepreneuriat, etc. Donc en fait, les pubs qui passent sur mes vidéos sont pas les mêmes que sur le design. Donc en gros, mes vidéos sur le design, avant j'avais des pubs sur des tablettes graphiques, sur Photoshop, sur Illustrator, donc Adobe, des trucs comme ça. Donc ça ils ont pas, il y a pas beaucoup de concurrence, donc les gens payent pas beaucoup pour ça. Alors que si sur ma vidéo qui était micro-entreprise, là j'avais des pubs de créer sa société, faire un dépôt de capital, ouvrir un compte bancaire. Et donc là ça draine beaucoup plus d'argent. Et donc en gros, moi j'avais un revenu publicitaire YouTube déjà plus élevé. Et dès que j'avais fait cette vidéo aussi, j'avais des demandes de partenariat de marque. Première fois que ça m'est arrivé. Donc je me suis dit, waouh, là, en gros, je touchais du doigt un truc où il y avait de l'argent. Donc je me dis, bon, bah, je vais peut-être explorer cette piste. Et donc du coup, depuis, donc voilà, j'ai essayé un peu de creuser, donc j'ai exploré cette piste. Et du coup, voilà, j'ai continué un peu comme ça, par opportunité, on va dire. Et en fait, je me suis retenu parce qu'à la base, je voulais pas trop faire ça, de ce sujet un peu du mec qui parle d'argent, enfin, qui parle d'argent en faisant de l'argent, Mhm. qui fait de l'argent plutôt en parlant d'argent. Et du coup, bah, finalement, force est de constater que c'est ce qui marche en fait. Et donc, en gros, je préfère me dire, bah, je le fais, mais au moins, je prends un créneau très particulier qui va être le fait d'être hyper transparent. Donc, je fais mes déclarations d'impôts en montrant aux gens ma déclaration d'impôts. Je parle de mes projets immobiliers en étant super, super transparent. Et je ne veux pas être un énième formateur qui va parler d'IMO sans rien montrer et tout ça. Donc, voilà un petit peu ma stratégie, en tout cas, sur ces aspects-là. Toi, je ne sais pas si c'est un peu la stratégie que toi t'appliques et tout sur tes contenus. Alors moi au début c'était un peu comme toi au tout début. J'ai fait des vidéos où je parlais un peu de développement personnel, un peu de bourse, un peu de crypto, etc. Et là j'ai vraiment essayé de me recentrer vraiment que sur la bourse. Déjà comme ça je vois que moi au niveau personnel quand je fais des recherches, en général je les fais pour moi et après ben, ça en découle une vidéo. Quand je fais des analyses de société ou des choses comme ça, je le fais davantage pour moi, savoir dans quoi investir ou quoi. Et je me suis rendu compte que si je commençais à analyser des cryptos, à analyser de la bourse, faire des trucs de développement personnel, et bien sur la même chaîne, tu commences à avoir 10 audiences, on va dire, différentes. Et comme tu disais, ben, les mecs, ils vont être là pour la crypto. Et ben si je mets 5 vidéos de bourse parce que, je sais pas, j'étais dans un sujet, je t'ai lancé, ben les mecs vont pas les regarder. Et du coup, ça fausse un peu même les statistiques et au niveau de YouTube et tout ça. Donc j'ai décidé de vraiment me concentrer sur la bourse uniquement sur YouTube. Tout ce que je fais en perso, donc tout ce qui est immobilier, crypto, je le garde pour l'instant pour moi parce que je pourrais pas tenir le rythme d'avoir une chaîne sur la bourse, une chaîne sur l'immo, une chaîne sur la crypto, ce serait trop compliqué. Mais ouais, je pense que se nicher, entre guillemets, peut être une très très bonne solution. Et est-ce que toi, tu penses qu'une personne qui débute et qui nous regarde aujourd'hui peut encore se lancer sur YouTube, quel que soit le domaine, même les domaines les plus, on va dire, les plus larges, mais du coup les plus compliqués, comme les jeux vidéo, etc. Est-ce que tu penses que ça peut fonctionner pour une personne voilà, qui souhaiterait vivre de ça ou de se créer un revenu complémentaire en faisant ça? Moi, je pense que il y a de la place pour tout le monde. Et en fait, tant qu'il y a des gens qui se posent des questions, en fait, il faut essayer de trouver où est-ce qu'il y a un bon volume de questions, enfin de personnes qui se posent ces mêmes questions, et est-ce qu'il peut y avoir de l'argent derrière. Je prends le cas par exemple d'un pote qui voulait en fait aider les étudiants à se lancer sur YouTube et qui voulait se lancer à faire un business. En fait, ça, c'était une bonne idée dans le sens où il y avait des gens, il y avait des étudiants qui se posaient cette question, donc il avait une audience, mais le problème, c'est que c'était pas une audience qui avait de l'argent. Et donc, en fait, ils allaient pas acheter des formations. Et donc, son problème, c'était que les gens qui voyaient ces vidéos et tout ça, lui disaient, tiens, j'ai une formation pour t'apprendre à créer ta chaîne YouTube, à gérer tes études en parallèle de ta chaîne YouTube, donc des trucs très spécifiques aux étudiants qui voulaient être YouTubeurs.
Mais le problème, c'est que les gens, enfin les étudiants, quand tu es à la fac et que tu as 18 ans ou 19 ans, t'as pas 50 balles ou 100 balles à mettre dans une formation. Et donc, c'est ça, en fait, où si le but, c'est surtout de vivre de sa chaîne YouTube, je pense qu'il ne faut pas prendre une thématique où vos clients ne vont pas avoir beaucoup d'argent. Si par exemple, même si c'est un sujet qui vous intéresse, par exemple, moi je serais vraiment très content de faire des vidéos sur comment optimiser par exemple, ces trucs de la CAF, toutes ces aides sociales, donc comment optimiser ces trucs à la CAF, d'aide au logement, prime d'activité, etc. Mais si je vends une formation dessus, si je vends un produit, un coaching, un accompagnement ou n'importe quoi en plus dessus, donc si je ne suis pas rémunéré d'une autre manière, c'est pas une bonne thématique. Par contre, ça dépend de comment est-ce que vous voulez gagner de l'argent. Si vous voulez gagner de l'argent par les revenus publicitaires, là, il faut faire de la masse. Donc, il faudra ou des partenariats, des sponsors. Là, il faudra faire de la masse, il faudra faire beaucoup de volume. Donc, c'est pas en parlant de pot de fleurs que vous allez faire beaucoup de volume. Il faudra faire des jeux vidéo, il faudra parler faire des sujets un peu qui clashent, de polémiques, etc. Si vous voulez être rémunéré par votre communauté, donc en vendant des consultations, de vendre des programmes à l'heure ou des formations, des trucs de consultation, moi, ce que je vous conseille, c'est surtout d'être hyper spécifique et de répondre à des problèmes de personnes vraiment très spécifiques. Là, je veux parler de la partie bourse, par exemple, sur la partie Interactive Broker, sur ma chaîne secondaire. Et en gros, typiquement, moi, je ne pensais pas que je pouvais vendre un coaching à l'heure. Et j'ai vendu un coaching à 80 € de l'heure sur de l'accompagnement pour quelqu'un pour configurer son compte Interactive Broker. Mais ça peut être tout bête, mais il y a des gens, ils sont prêts à payer pour ça si vous avez les bonnes réponses très précises sur un sujet particulier. Donc, moi, je verrais tout à fait des gens qui, par exemple, sont retraités ou sont rentiers, qui veulent entretenir leur jardin ou qui veulent lancer, par exemple, un potager. Vous faites une formation sur comment... vous faites une chaîne YouTube sur le jardinage à la maison. Et donc, vous faites une formation sur comment créer un potager très particulier ou un truc comme ça, un truc chinois ou j'en sais rien. Et il y aura forcément des gens qui vont payer pour ça parce que c'est du coup votre cible, c'est pas des étudiants, c'est pas des personnes qui n'ont pas d'argent, c'est pas des chômeurs. En général, souvent des gens qui ont des jardins, c'est souvent des gens qui ont une grosse maison, qui ont du coup un grand jardin, donc c'est des gens qui ont du pouvoir d'achat. Donc essayez de penser à ça, je pense, la clientèle cible que vous aimeriez avoir. Je sais pas si ça, du coup, ça fait un peu sens, ou toi, tu aurais vu autre chose? Non, je suis carrément d'accord par rapport à ce que tu disais. Tout ce que tu disais, en fait, c'est une globalité d'être relativement bien niché, si on reprend ce qu'on a dit depuis le début, histoire de pas être trop éparpillé, d'être assez précis. Et en plus de ça, avoir comme tu dis, une clientèle, si on veut faire de l'argent, autre que avec les publicités sur YouTube, hein, bien entendu, avec une clientèle qui, bien sûr, a de l'argent. Ce sera plus facile de vendre une formation comment placer 1 million d'euros à des millionnaires que comment placer 1 million d'euros à, comme tu disais, un étudiant qui a pas un sou et qui pourra pas se permettre de payer une formation. Donc non, je pense que ça c'est très vrai. Et je pense que même au niveau de tout ce qui est, donc on va en parler, mais de tout ce qui est sponsor, c'est peut-être mieux d'être niché avec une bonne pareil, avec une bonne clientèle, si on peut dire ça comme ça. Les sponsors seront plus à même peut-être de prendre contact avec toi si demain Interactive Broker veut faire une pub en France. S'il regarde toutes les chaînes bourse et qu'il tombe sur la tienne, il va se dire, il vaut mieux aller peut-être vers ce mec, essayer de lui proposer quelque chose, plutôt que d'aller vers Monsieur Tout-le-Monde qui fait des vidéos et que en fait c'est pas du tout l'audience et voilà. Mais ça, après, ça dépend un peu parce que justement, par rapport au partenariat, la partie sponsorisée, je reçois quand même pas mal de mails qui viennent de ma chaîne principale et en fait, ils me voient plus comme une affiche publicitaire que un mec spécialisé sur la thématique finance, machin, etc. Tu vois, à la chaîne bourse, j'ai pas eu de contact particulier. Par contre, la chaîne principale, j'ai plein de contacts de tout. Bon, après, j'ai de la crypto, j'ai des comptes bancaires, j'ai un peu tout ça. Et je pense que là, pour le coup, pour la partie sponsorisée, c'est plus une question de volume. C'est plus genre, il a tant d'abonnés, il fait tant de vues, et je pense que c'est peut-être moins qualitatif sur la partie sponsor. Affiliation, peut-être que c'est différent. Après, peut-être que je me trompe, je pense que après c'est un mix des deux. Faut que tu sois qualifié et que tu aies une grosse audience. Forcément, là, c'est le top. Parce que si tu as un courtier en bourse qui veut faire une campagne de pub, il va parler, il va faire des trucs avec des youtubeurs qui ont des grosses audiences, qui marchent bien et qui parlent de bourse. Et je pense que il y a eu je pense qu'il y a eu vraiment des très bonnes conversions avec Sébastien Coubard, Mathieu Louvet, etc.
plutôt qu'avec des, je crois, Anonymal ou Anonymal, je sais plus s'il a été renommé cette chaîne YouTube, mais c'est un mec qui est un peu grand public, on va dire, sur ses vidéos. Il fait un peu de la tech et tout. Et il avait fait à un moment une vidéo sponsorisée avec Trade Republic. Qui avait très bien marché en termes de volume, mais je pense pas que ce soit, enfin, les gens qui ont ouvert un compte, je pense pas que ce soit des gens qui investissent autant que les clients générés par S'Investir ou Sébastien Coupard, je pense. Ouais, parce que c'est peut-être pas la même clientèle, quelqu'un qui regarde pour de la tech aussi, comme on disait, le mec va être intéressé pour, je sais pas, les dernières ordi, les télés, les téléphones, etc. On va lui parler de bourse, il va dire, ouais, ouais, ta vidéo c'était sympa, ça a l'air stylé, mais ça m'intéresse pas, quoi. Ou alors je vais mettre 10 euros dessus, histoire d'eux, et Voilà, ils vont prendre l'action offerte et puis ils vont arrêter, quoi. Ce sera pas des investisseurs, quoi. Exactement. Et au niveau de l'affiliation, du coup, comment, enfin de l'affiliation, et on en a parlé un petit peu à travers la vente de formation et tout ça. Plus au niveau des sponsors, je veux dire, ça a été quoi ton premier sponsor? Comment est-ce que tu as réussi à, tu vois, comment tu as vécu ce premier moment? Si tu peux nous en parler un petit peu. Ouais, mon premier sponsor historique, moi, c'est Shine, la banque en ligne pour ouvrir son compte pro pour les micro-entrepreneurs, les TPE, etc. Donc, c'est plutôt pour les gens indépendants. Et maintenant, ils ont refait un rebranding. Donc, c'est plus pour les sociétés, les boîtes un peu plus, on va dire un peu plus matures. Et donc cette boîte-là, initialement, donc j'avais fait une première vidéo sur la micro-entreprise qui avait bien marché. Elle avait fait, je crois, 10 000 ou 20 000 vues. Et je voulais en refaire une autre mise à jour et tout ça. Et donc j'avais juste tweeté en disant, tiens, qui est chaud, enfin, qu'est-ce que vous avez comme problématique de la micro-entreprise? Et donc suite à ce tweet, un des community managers de Shine m'avait contacté en me disant, on a vu que tu avais déjà fait une vidéo, on aimerait bien te sponsoriser. Et donc là, du coup, c'était un montant fixe plus une commission sur les créations de comptes bancaires et les créations de micro-entreprises avec le partenariat de Shine. Et donc, c'est ça un peu qui m'a lancé. Donc, ça m'a permis d'avoir un revenu régulier quasiment tous les mois. Et puis ensuite, quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, c'est trop bien. Maintenant, j'essaie de faire pareil avec un peu. En fait, quand j'ai commencé à faire ça, il y a quelques autres boîtes qui m'ont contacté au fur et à mesure avec le temps, mais j'étais pas très actif. En fait, j'ai jamais vraiment été très actif sur les partenariats. C'est plus les gens qui me contactent et moi, je dis oui ou non, en gros. Et j'ai beaucoup dit oui. Et donc, en gros, là, je dois avoir peut-être une trentaine de partenaires au total. En gros, dans cette trentaine de partenaires, je dois en avoir, allez, peut-être 7, 8 qui vont faire des bonnes sources de revenus. Donc, bonnes sources de revenus, c'est peut-être au-dessus de entre 50 et 200 euros par mois minimum, ce que je dis significatif. Et après, la vingtaine qui reste, c'est une fois tous les 6 mois, j'envoie un petit mail. Combien est-ce que j'ai eu de ventes? Est-ce qu'il y a des leads qui sont partis, etc. Donc, c'est vraiment anecdotique. Et donc, ça s'est fait au fur et à mesure. Et voilà, du coup, je sais plus, ta question, c'était sur... Ouais, vas-y, pardon. C'est ça, donc en gros, mon premier, c'était Shine. Et ensuite, voilà, en gros, ma stratégie, donc enfin, les boîtes ont commencé à me contacter. En gros, ma strat, c'était de me dire, ce que je veux, c'est avoir comment dire, tout le spectre possible de partenaires par domaine d'activité. Donc en gros, si je parle de micro-entreprise, étape 1 de ta micro-entreprise, c'est créer ta micro-entreprise. Ok, est-ce que je connais des boîtes qui permettent de créer sa micro-entreprise? Deuxième étape, c'est avoir un compte bancaire. Chez qui est-ce qu'ils peuvent créer un compte bancaire? Donc là, moi, je peux la rediriger soit vers un partenaire, soit vers plusieurs partenaires. Et l'avantage d'avoir plusieurs partenaires dans un seul domaine, c'est que peu importe que le mec choisisse celui qui te rémunère le moins ou qui te rémunère le plus, toi, en vrai, tu t'en fiches un peu. En fait, moi, ce que je veux, c'est juste que la personne choisisse mon lien affilié avec un de mes partenaires. Donc, plus j'ai de partenaires et plus je suis content puisque je peux le rediriger vers tous mes partenaires. Et en fait, dans toute la vie de la micro-entreprise du mec, je peux lui rediriger un partenaire. Donc, pour un outil de facturation, pour un outil pour clôturer sa micro-entreprise, etc. Et ça, c'est pour la partie micro, mais ça peut être aussi sur d'autres sujets. Par exemple, ça peut être pour l'immobilier. Là, je vais passer par une société d'investissement clé en main qui m'a aidé à faire l'achat de l'immeuble que j'ai fait. Et en gros, je vais faire une vidéo en parlant de mon projet et je leur ai dit, si vous voulez, moi, je peux vous apporter des clients parce que je vais parler de vous dans la vidéo. Ok, Banco, on signe un contrat d'apporteur d'affaires. Et pour tous les clients que je vous apporte, vous me passez une commission. Et donc, en gros, je fais ça sur la partie immobilier, mais du coup, je vais aussi avoir un autre partenaire pour les assurances propriétaires non occupants, parce que les gens qui vont investir en immobilier, ils vont avoir besoin d'une assurance, ils vont peut-être avoir besoin négocier leur assurance de prêt, etc. Donc, bref, en gros, d'avoir tout ce panel-là de partenaires. Donc, à la fois, en fait, la verticale, moi, je la vois vraiment en T. Donc, en mode, je veux plein de partenaires dans différents domaines, et dans chaque domaine, je veux différents partenaires. Comme ça, je peux les comparer et leur donner le meilleur partenaire pour une personne donnée. Voilà un peu ma stratégie de...
Ok, c'est bien. Et du coup, tu peux faire aussi bien, comme tu disais, du sponsoring que de l'affiliation sur le même partenaire. C'est-à-dire qu'une personne va te dire, on te donne X euros pour que tu fasses une vidéo sur notre boîte, par exemple. Plus, en plus, à chaque personne qui s'inscrive, pouvoir toucher une petite commission, etc. Donc, ça te fait même cumuler, on en a pas parlé, mais même quelqu'un qui se lance sur YouTube sans avoir une grosse communauté, il peut commencer déjà à faire de l'argent de plusieurs moyens en faisant par exemple en mettant en place une formation, plus un ou deux partenariats, plus les publicités YouTube, etc. Donc ça peut quand même aller relativement assez vite. Alors, je sais pas si je dirais que ça peut aller vite parce que c'est Entre, quand même. entre gros guillemets. Hein. Ouais, en fait, je pense que ça peut s'accélérer. Je pense que l'accélération peut aller vite. Le plus long, c'est de passer de 0 à 1. Genre faire ses premiers euros, c'est le plus compliqué. Mais par exemple, moi qui ai lancé donc, cette autre chaîne qui est vraiment un nouveau départ, et en gros, je voulais vraiment le décorréler de ma chaîne principale. Comme j'avais un partenariat d'affiliation avec Interactive Broker, là pour le coup, ça allait très vite en termes de revenus. Mais sans ce partenariat-là, moi, ça fait 1 an que je publie quasiment une vidéo par semaine. Donc, je crois que j'ai publié quasiment 40 ou peut-être, ouais, je crois une quarantaine de vidéos. Donc, ça fait 1 an que j'ai publié plein de vidéos. J'ai tout juste activé la monétisation et mes vidéos, même si elles sont très nichées, que je fais quand même des vues sur ces vidéos, et je gagne à peu près 30 euros de revenus publicitaires YouTube. Donc, en gros, c'est peanuts par rapport au temps investi et l'énergie que je mets dedans. Heureusement, du coup, il y a le partenariat avec Interactive Broker qui permet que ce soit vraiment cool. Donc, je pense qu'il faut aussi voir en fait, c'est vraiment très spécifique à des partenaires. Parce que du coup, j'ai plein de partenaires, mais il y en a plein qui vont me rémunérer des fois 5 euros pour un nouveau client. Alors que si je parle de la boîte qui me fait l'investissement clé en main, un nouveau client, c'est peut-être des centaines d'euros, voire des milliers d'euros. Et j'ai d'autres partenaires aussi qui ont des formats différents. En fait, ça dépend, il y a plein de formats. Il y a des formats où ça va être que au lead. Donc, en gros, j'envoie une personne au partenaire et la personne est juste inscrite, nom, prénom, email, numéro de téléphone. Et ça, je suis payé pour ça. Ou peut-être que c'est juste par exemple, si c'est l'ouverture d'un compte titre, ce sera peut-être au dépôt. Donc, si la personne dépose 100 euros, moi, je touche peut-être 10 euros. Donc, il y a un montant par rapport à une action donnée. Et ça peut être un autre format aussi qui peut être du récurrent. Donc là, moi, c'est ce que je préfère. Pour moi, c'est un peu du pain béni. C'est en gros, j'envoie à un client le produit, en l'occurrence, c'est un abonnement, c'est un logiciel. Et ben, en gros, le mec paye tous les mois. Et ben, en gros, moi, au lieu d'être payé un frais fixe, genre 50 balles ou 100 balles, et ben, je touche un pourcentage de ce que les gens payent tous les mois tant qu'ils restent abonnés. Et en fait, si moi, je fais bien mon travail, et ben, j'arrive à convaincre la personne en disant c'est le super outil, c'est l'outil qu'il te faut, que tu peux garder longtemps. Si c'est le cas, bien sûr, je ne veux pas faire de la vente de la merde, hein, je ne vends pas de la merde. Je vends des bons outils pour les gens. Et du coup, si la personne reste et est contente de ce produit, moi, je reste commissionné. Et donc, ça peut avoir un effet un peu boule de neige au fur et à mesure du temps. Donc, voilà, il y a différents modèles. Et moi, j'essaie de pratiquer un peu tout parce que quand tu as du fixe, ça te fait bim, des gros revenus d'un coup. Et les récurrents, l'avantage, c'est que ça se construit au fur et à mesure. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc ouais, t'arrives à te lisser quand même quelque chose, on va dire, même si c'est pas très gros, mais quelque chose de lisse sur plus ou moins tout au long de l'année. Et après, de temps en temps, vers certains trucs, ça met un petit peu plus d'argent. En termes de chiffres, en gros, l'affiliation, l'apport d'affaires, en fait, je compte l'affiliation, le sponsorisé et l'apport d'affaires. En gros, ça se stabilise. Donc là, ça fait 1 an et demi que j'ai vraiment mis ça en place, quoi. Là, je dirais que ça doit se moyenner autour de entre 4 et 5 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Donc, c'est pas du net, hein, c'est du chiffre d'affaires. Ouais. Mais voilà, c'est quand même plutôt cool. Ok. Et je voulais te parler d'un autre sujet. Tu as écrit, comme tu disais, un livre, c'était l'été dernier, je crois, qui est juste là. Et je vois que tu l'as entre les mains, donc déjà, je suis très très heureux. Déjà. Ouais, il est là, il était sur l'étagère, mais je me suis dit, bon, on va quand même le montrer, ça vaudra le coup, à la caméra, exactement. Et j'avais plusieurs petites questions sur ce livre. Déjà, comment est-ce que, pareil, ça t'est venu à l'idée de te dire, tiens, je vais écrire un livre? Alors, en fait, j'avais cette idée-là. Comment dire? En gros, encore une fois, c'est une question d'opportunité. Ça s'est présenté à moi. Mais je m'étais dit, à un moment, il faut que j'écrive ma to-do, enfin, je sais pas comment on appelle ça, en gros, une to-do de la vie, quoi. Et donc, quels sont les gros projets que j'aimerais faire? Comment t'appelles ça? Et une to-do list, quoi, en gros, mais en mode. De la vie, Ouais, il n'y a pas un mot pour objectifs. dire to-do de la vie, un truc genre, tu sais, des goals. Enfin, il y a peut-être un mot pour. Ouais, un objectif de vie ou. Ouais, c'est ça. Ah, ou une bucket. En Ouais, gros. c'est une bucket list, je crois. Je crois que c'est le terme. Ok. Ah, je sais. Je Et, l'apprends. et du coup, en gros, je me suis fait un peu une bucket list de ma vie, tu vois, en me disant, j'aimerais bien courir un marathon, j'aimerais bien faire ci, faire ça. Et dedans, je t'ai dit, en vrai, un jour, écrire un livre, laisser un peu sa marque et tout, et c'est un peu symbolique, tu vois.
me dis, j'aimerais bien faire ça, ce serait trop cool. Et trop marrant, mais genre 3 semaines plus tard, je reçois un mail d'une fille qui me dit, bah voilà, je bosse pour une maison d'édition et j'ai vu un peu tes vidéos, tout ça, et on n'a pas de livre dans le domaine des finances personnelles, enfin surtout de l'investissement. Elle voulait faire sur l'investissement en bourse et on aimerait bien voir si on pouvait faire un projet avec toi. Donc moi au début, franchement, j'avais vachement peur de me dire est-ce que j'ai le temps de faire ce projet-là, parce que du coup j'avais mon alternance, à ce moment-là j'étais en alternance, plus ma chaîne YouTube, plus du coup là j'avais pas acheté mon appartement, non c'était pas à ce moment-là, mais bon j'avais d'autres trucs où je me disais bon ouais, j'ai déjà pas mal de trucs dans la tête, est-ce que j'aurais le temps de gérer tout ça? Donc je me suis quand même dit en vrai l'opportunité ça ne se présente qu'une seule fois dans ta vie. Donc j'ai fait let's go. Donc j'ai fait le rendez-vous, tout ça. Et puis donc moi je lui ai dit que je voulais faire en gros je voulais parler de bourse, mais je voulais surtout aussi parler de finances personnelles, un peu de gestion de son épargne, des choses comme ça, d'être un peu plus on va dire global. Et donc on s'est mis d'accord sur ça. Et donc en fait ça s'est fait comme ça. Donc on a signé un contrat. Et puis j'ai commencé l'écriture. Donc ça c'était en décembre 2021. J'ai commencé l'écriture en janvier ou février 2022. Ça a duré 6 mois jusqu'à l'été, donc jusqu'en août. Et c'était donc 6 mois d'écriture assez intense, en fait, au tout début, c'était pas trop intense parce que du coup, elle me mettait pas trop la pression. Je disais, oh, j'ai le temps. Du coup, je faisais mes vidéos, tout ça. Et en termes d'organisation, ce que je faisais, c'est que en fait, je voyais le livre comme un projet après. Donc, en fait, je faisais ma semaine de travail. Le soir et week-end, enfin, le soir et de la semaine et week-end, je faisais mes vidéos YouTube. Et ensuite, quand j'avais du temps, je faisais un peu de livres. Et en fait, à un moment, le truc, c'est que la deadline commence à arriver. Et en fait, j'ai dû inverser. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai dû dire, je priorise le livre et ensuite, je fais les vidéos YouTube, tout ça. Donc, en gros, j'ai vachement ralenti le rythme YouTube parce que j'avais besoin de faire le livre. Parce qu'en fait, ça prend vraiment du temps. Et en fait, si on se fixe pas du temps, si on se met pas des coups de, comment dire, des coups de martinet en mode faut le faire et tout, on va jamais le faire. Parce qu'à la base, je m'étais dit, c'est plus rentable de faire un livre en auto-édition sur Amazon. Sauf que la réalité, faire un livre en auto-édition sur Amazon, si tu veux faire un livre de 300 pages, il faut être hyper motivé, il faut avoir du temps de dispo, faut avoir envie de tout faire. Faut faire la couverture, faut faire la correction, faut faire la mise en page. Là, l'avantage, c'est que moi, je me suis concentré que sur le contenu. J'ai fait quelques schémas, quelques dessins ou des tableurs sur Excel. Je les ai donnés et eux les ont mis au propre. Ils ont fait un petit design sympa. Ils ont fait la mise en page de chacune des pages. Ils ont fait la page de couverture. Donc, quand même, il y a plein de choses qui ont été déléguées pour ça. Et donc, voilà, j'ai terminé ça en août 2022. Et donc, ça est sorti après public en septembre. Et voilà comment est né ce livre. Donc, tu as mis à peu près 8 mois, c'est ça, à faire Ouais, c'est ça. 6 et 8 mois. Ouais, c'est ça. On va dire en temps vraiment, ou en termes de process mental, ça m'avait vraiment coûté et tout. J'aurais plutôt dit 4 mois. 4 mois de ça me fait suer, il faut que je le fasse et tout. Mais ouais, à peu près 8 mois de temps, ouais, total, ouais. Ok. Et t'en es content du coup de ce projet? Ouais, je suis super content parce que du coup, en fait, il a super bien marché. Genre là, je dois faire donc, depuis septembre, on est en avril, je dû faire pas loin de 2500 ventes. Donc ce qui est ouais, donc c'est plutôt vraiment très très cool. Et moi je m'attendais pas à faire ça. Je pensais, déjà je m'étais dit, je me suis dit si je faisais allez 1000 ventes, en vrai si j'arrive à atteindre 1000 ventes, je me dis putain c'est vraiment cool, t'as un livre qui est dans les mains de 1000 personnes et tout. Donc là 2500 ça commence à faire un beau petit chiffre cool. Et je crois que c'est à partir de je sais plus si c'est 5000 ou 10 000 en gros qu'on peut plus ou moins être considéré comme best-seller. Alors il n'y a pas vraiment d'organisme qui dit c'est un best-seller, mais voilà, on peut dire que c'est un beau succès. Donc si j'arrive à atteindre entre 5 et 10 000 ventes, je me dis putain, c'est un beau succès de livre quand même. Mais à refaire, moi je le referai pas parce que c'est hyper chronophage. Et c'est vraiment. Après, c'est hyper enrichissant dans le sens où maintenant je sais que ça prend beaucoup de temps. Donc j'ai un très gros respect pour les gens qui écrivent des livres. Parce que c'est vraiment beaucoup d'énergie à mettre. Ouais, c'est la question que j'allais te poser. Si c'était à refaire, est-ce qu'on verra peut-être dans quelques années un bouquin pareil, exprès juste sur la bourse ou juste l'immobilier? Du coup, c'est pas le projet de suite? C'est pas le projet de suite. Après, j'en ai reparlé avec la maison d'édition et c'est peut-être un projet qu'on ferait, mais eux, ils aimeraient bien que je sois plus spécifique. Par exemple, un livre sur le PEA ou un livre plus précis. Et du coup, je sais que si je fais plus précis, je vais faire moins de ventes. Et donc, je t'avoue que ça m'enchante pas spécialement en sachant ça. Donc, je pense que je serais partant pour en refaire un, mais plus sur une autre, pas sur une autre thématique, mais une thématique un peu transverse, mais du coup qui reste quand même assez débutante. Genre le budget de A à Z ou un truc, tu vois, un peu similaire. Peut-être par exemple que sur la bourse, en effet, là c'est un sujet qui peut appeler beaucoup de gens. Mais le PEA, par exemple, c'est hyper précis. Et là, je vois pas 10 000 personnes acheter un livre sur le PEA, quoi.
Ouais, puis écrire tout un livre peut-être que sur le PEA, à moins que tu parles de son histoire et de trucs dont on se fiche, on va dire, entre guillemets. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de choses à dire. On peut faire un livret à la limite, mais ouais, peut-être pas un livre, quoi. Ouais, voilà, un livret, un truc de quelques pages, ça peut être sympa, mais pas un livre. Mais c'est vrai que pour toutes les personnes qui débutent, du coup, que ce soit dans la vie, on va dire, même ce livre, je pense qu'il est très bien pour les jeunes. C'est quelque chose qui est écrit, c'est très simple à lire. Moi, je suis pas un gros lecteur, j'aime pas ça et voilà, enfin, j'aime pas ça. Pourtant, derrière, on voit derrière ton armoire, t'as des livres, hein. Ouais, j'en ai quelques-uns que je me suis forcé, mais enfin, je me suis forcé. Entre guillemets, c'est des livres qui me plaisaient et que j'ai pris du plaisir à lire, pas pour tous d'ailleurs, mais il y en a certains où j'ai pris quand même du plaisir à lire et ouais, c'était sympa, mais je veux dire, je suis pas le style de personne à me dire tiens, ce soir je vais me poser, j'ai 1 heure à tuer, voilà, je vais me lire un bouquin, tu vois. Je suis plus en mode je vais allumer ma console, tu vois, et puis je vais geeker, je vais me vénérer 1 heure sur la play et puis Ouais, je suis plus pareil, je suis ça. Mais non, mais c'est vrai que pour les gens qui... Comment? Et je dis, t'aurais aimé toi faire un livre du coup, ça, c'est un projet qui t'aurait. Ouais, alors moi j'aurais adoré, j'ai même commencé à écrire, j'ai quelques pages sur mon ordinateur que j'ai commencé il y a un peu plus d'1 an. Mais comme toi, tu vois, ça prend beaucoup de temps. Après, j'ai commencé à faire des vidéos YouTube, on va dire plus récurrentes et où en essayant de m'améliorer sur le montage, sur la vidéo et tout ça, donc ça prend plus de temps. Donc moins de temps pour le livre, etc. Donc je l'ai un petit peu mis de côté, mais c'était grossièrement un livre sur les mêmes thématiques avec toute une partie de gestion d'argent, comprendre voilà, qu'est-ce que c'est un actif, un passif, etc. Et plus après une partie, des sous-parties sur l'investissement, un petit peu comme le tien. C'est pour ça que quand je l'ai lu, ça m'a mis une petite claque de me dire, putain, en fait, c'est, à quelque chose près, c'est exactement le livre que j'aurais kiffé écrire, tu vois. Ok, je vois. Sur le format, un truc un peu genre généraliste, et donc tu fais. Ok. Exactement. En fait, moi, je suis parti je pars de ce constat-là. Au tout début de ma chaîne, quand j'ai fait des vidéos, je partais du principe de me dire, si je la montre à ma sœur ou à ma mère qui n'y connaissent rien et qui sont pas dans le délire, il faut que j'arrive à leur faire comprendre ce que c'est un actif, ce que c'est un passif, comment gérer son argent et que ce soit vraiment hyper simple. Et à la base, j'étais parti là-dessus. Donc pour le livre, c'était pareil. Je m'étais dit, je vais faire un truc simple, tu vois, que tu peux le donner à peu près à n'importe qui. Les gens vont pouvoir le lire et vont comprendre et peut-être se dire, ah tiens, je vais peut-être pas investir en bourse, en immobilier et tout ça, mais c'est vrai que là, si je commence à vivre, on va dire, juste à mes moyens, tu vois, genre, et arrêter de vivre au-dessus de mes moyens, tu vois, ça aurait été un truc sympa qui aurait pu me faire kiffer, effectivement. Mais peut-être que tant que je l'ai pas fait et que j'y ai pas passé autant de temps que toi, j'ai toujours cette idée derrière la tête. Et peut-être qu'on en reparlera dans quelques années, que je serai, putain mec, j'aurais dû t'écouter, j'ai passé un temps fou dessus, c'était une catastrophe. Bah après, après, t'es toujours fier de te dire, bah, tu vois, j'ai produit ça, tu vois, et là, pour le coup, on est hyper fier. Et en vrai, en fait, c'est ça, en fait, parce que moi, en gros, le livre, je me suis pas, enfin, en termes de revenus, j'ai peut-être dû gagner quelques milliers d'euros de droits d'auteur, donc, et encore, non, là, en gros, là, je suis en train de faire ma déclaration d'impôt, et donc là, j'ai gagné quelques centaines d'euros par rapport aux ventes qui ont été faites sur les 3 premiers mois. En gros, ça m'a quasiment rien rapporté par rapport au temps investi et tout. Par contre, en termes de crédibilité, d'image et surtout de fierté, mais genre c'est insane. Et surtout, ça dépend. Enfin, je pense que un livre aussi. Enfin, moi, je l'ai aussi pas mal écrit pour mes parents, dans le sens pour les rendre fiers, quoi, de leur dire, bah voilà, je travaille et tout. Et je sais que je sais que tu as les vidéos YouTube, ça peut un peu, enfin, pas les impressionner, mais les rendre fiers. Mais c'est pas aussi concret qu'un truc un peu historique ou un truc genre, par exemple, si tu dis, bah, j'ai créé ma boîte à tes parents, tu vois, t'as ce côté un peu fierté. Et ben j'avais ce truc-là de me dire, j'aimerais bien écrire un livre et leur donner et tout. Et j'aurais même fait la surprise donc en gros, je leur avais rien dit de tout ce projet. Donc, je n'avais vraiment rien dit. Et donc, un jour, je suis arrivé, donc c'était c'était la semaine avant la sortie. Et donc, je leur donne du coup emballé et tout. Et je leur dis, bah voilà, j'ai un cadeau pour vous et tout. Et du coup, ils savaient pas trop ce que c'était. Et donc là, ils ouvrent et donc là, ils me disent, attends, un livre. Et donc, au début, ils pensaient que c'était que la couverture en mode fake. Ouais. En fait, non, ils regardent genre Access Paris, hein, ils ont écrit un livre et tout. Et là, bah, franchement, moment émotion et tout. Et franchement, je pense que c'est probablement l'un des meilleurs jours de ma vie parce que c'était genre une fierté de ouf, quoi, tu vois. Et, et je pense que c'est plus. Enfin, je pense que si des gens écrivent un livre, c'est beaucoup plus interne que pour montrer aux gens, pour apprendre aux gens. Moi, c'était beaucoup plus interne que ça. Donc, je pense qu'il faut que ton drive soit plus ça. Ça va beaucoup plus te donner envie de le finir que autre chose. Parce que si c'est que financier, en plus, en sachant que tu vas gagner 1 ou 2 euros par vente, en vrai, tu vas pas le faire, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais ouais, du coup, c'est un projet en cours et
Voilà, Super. on verra. Du coup, tu sais pas, tu veux pas tu le gardes quoi, ce projet. Tu veux. Ouais, je le garde en cours parce que moi, je suis le professionnel pour commencer 1000 projets, tu vois, et en finir aucun. Et c'est un truc que je me suis dit cette année, par exemple, tu vois, je me suis focus sur ma chaîne YouTube. La priorité, ça va être de faire une vidéo par semaine et de réussir à la monétiser, tu vois. Et une fois que ce sera monétisé, c'est l'objectif, même sans chercher à vraiment gagner de l'argent ou en faire un truc propre, me dire, ok, ça c'est fait, on passe au suivant, tu vois. Et je vais essayer maintenant dans ma vie, tu sais, de me donner des petits objectifs et d'arrêter de me dire, ah ben je vais monétiser ma chaîne, je vais écrire mon livre, je sais pas, je vais faire une formation, en même temps je vais faire 2 heures de sport par jour, plus parce que je me suis rendu compte que c'est le meilleur moyen pour tout commencer, rien finir et tout faire à moitié. Donc, Je suis complètement donc d'accord. Il faut travailler en mode bloc, et c'est ce que j'ai commencé un peu à faire aussi, qu'il faut que je fasse plus souvent, et c'est comme ça que ça marche vraiment bien, quoi. Tu peux travailler sur des gros sujets pendant longtemps. ouais, c'est-à-dire tout faire d'un coup, tu te mets une deadline. Ouais, C'est c'est ça? ça. Alors moi, j'ai vachement de mal parce que des fois, il y a des sujets qui forcément vont venir se chevaucher. Genre là, bah, j'ai ce projet d'immeuble. Ben, en gros, des fois, on me demande, bah, tiens, il faut que tu appelles EDF pour mettre des trucs et tout. Donc, tu es en mode, bah, attends, il faut que je fasse ma vidéo YouTube qui me prend beaucoup de temps. Et il faut que je travaille. Donc, du coup, ma vidéo, je suis obligé de la couper. Donc, en fait, c'est quand même très dur. Mais du peu que j'ai testé, quand je fonctionne en format bloc, je gagne vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Genre, si je me dis, par exemple, toutes les semaines, je vais me garder une semaine où je vais travailler sur mon site, je sais que mon site ne va pas avancer. Alors que si je me dis pendant 2 jours, je me focus uniquement sur mon site, là, je sais que ça va avancer. Donc, je pense que c'est mieux de fonctionner comme ça en mode bloc. Mais je crois qu'en plus, j'avais vu une vidéo qui parlait de ça, en gros, tu te mets dans un espèce de mood de quand tu te lances, tu vois, t'es hyper concentré et c'est vachement mieux. Alors que si tu te dis, je vais travailler 1 heure sur le livre et 1 heure sur l'écriture d'une vidéo et 1 heure sur un truc, le temps que tu te mettes dedans, que tu commences, tu sais qu'il te reste plus que 50 minutes, donc tu décroches avant ton heure, t'es pas productif. Alors que si tu te dis, là, je me mets pendant 8 heures comme un fou, je coupe tout, et ben, t'es productif pendant 7 heures pleines. C'est ça, t'es un peu en mode deep work, etc. Et t'es à fond, quoi. Exactement. Bon, du coup, je voulais juste finir, on va parler un petit peu de bourse très rapidement et d'immobilier. Tu as fait plusieurs achats immobiliers pour les personnes qui nous regardent. Comment est-ce que tu as commencé à investir dans l'immobilier? Est-ce que c'est accessible à tous? Et voilà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours en tant qu'investisseur? Ouais, alors bon, pour le moment, enfin, certes, j'ai fait plusieurs achats, mais j'en ai fait que 2, donc c'est pas non plus un truc insane, quoi. Je pense que tout le monde peut le faire et tout. Et donc, en gros, mon premier projet que moi j'avais fait, c'était il y a 2 ans. J'ai acheté un appartement dans la ville de Châtellerault, qui est une ville pas très loin de Poitiers. C'est un appartement que j'ai acheté 34 500 euros. Donc, en mettant l'ameublement et les frais notaires, etc. En gros, ça m'a coûté 41 000 euros. Dans ces 41 000 euros, moi j'ai mis 21 000 euros. Mes parents ont mis 20 000 euros, comme une sorte de donation, on va dire. Parce qu'en gros, j'avais pas les sous. Enfin, en gros, je pouvais mettre plus, mais du coup, ça me mettait un peu à poil au niveau des comptes en banque. Donc, c'était plus simple que mes parents me fassent une donation. Et comme ça me permettait d'éviter de faire un crédit. Et donc là, l'avantage, c'est que comme j'ai acheté directement cash l'appartement, j'ai pu avoir des rentrées locatives pleines. Et donc, j'ai pas besoin d'avoir de mensualité à payer. Donc, j'ai simplement mon impôt foncier à payer. Donc, l'impôt généré par les revenus, les charges de copropriété, quelques petites charges, etc. Mais en réalité, donc ça c'est un appartement que j'ai acheté, donc 41 000 à peu près au total. Donc moi j'ai mis 20 000, mais je considère que je l'ai payé, on va dire 41 000. Je le loue 450 euros, charges comprises. Donc en gros, après tout déduit, etc., toute déduction, il me reste grosso modo 300 euros net tous les mois. Et donc ça, je trouve que c'est très très cool. Et donc c'est un peu le conseil peut-être. Alors ça dépend des situations de chacun, mais j'ai envie de dire, si les gens ils ont plus de 50 ou 60 000 euros de cash de dispo, je pense que ça peut être un bon projet de faire un petit appartement entre 30 et 40 000 euros, un peu comme moi. Et donc, ça vous permet, alors là, vous n'allez peut-être pas forcément le louer 450 euros, vu que là, c'est un peu une anomalie de marché. Mais si vous arrivez à le louer déjà 250 ou 300 euros, ça vous fait déjà des revenus pleins. Et l'avantage, c'est que vous n'avez pas de mensualité, que ça ne va pas vous coûter en mensualité. Et ça vous permet après de pouvoir enchaîner les opérations, de faire une autre opération plus tard. Donc moi, j'étais content de faire ça parce que si j'avais fait un prêt immobilier pour ce projet, ça aurait été plus compliqué pour moi de réemprunter derrière parce que justement, j'aurais une dette en cours.
Et aussi, j'ai pas dit, mais en gros, je l'ai pas fait de prêt immobilier parce que j'avais déjà mon crédit étudiant à ce moment-là. Et donc, mon crédit étudiant m'empêchait de faire mon prêt immobilier. Donc, déjà, c'est aussi une double raison qui fait que je l'ai pas fait. Et donc, voilà, en gros, donc, j'ai acheté cet appartement. Ça s'est très bien passé puisque, bah, forcément, vous pouvez le voir, ça se loue très, très bien. Enfin, en tout cas, ça fait des grosses rentrées locatives. Et donc, je me dis, je vais me refaire un autre projet. Sauf que le problème, c'est qu'à cette époque, moi, j'étais en apprentissage. Donc, l'apprentissage, en gros, les banques, elles vous disent, vous gagnez 0. Même si vous gagnez 2000 € en apprentissage, ils considèrent que vous gagnez 0. Donc, même si j'avais ma micro-entreprise, en gros, ils pondéraient mes revenus micro-entrepreneurs. Enfin, c'était une catastrophe. Donc, en gros, avec le crédit étudiant que j'avais, c'est comme si j'étais déjà à 30% de taux d'endettement. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas grave, j'attends. Là, j'ai été embauché en CDI, plus mes revenus micro-entrepreneurs qui ont augmenté. Donc, en gros, j'avais mes revenus micro-entrepreneurs plus mes revenus CDI qui font que j'avais un gros revenu initialement. J'ai remboursé mon crédit étudiant. Donc, pap, je retombais à 0 de dette et des gros revenus. Donc là, j'ai pu emprunter de l'argent. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remprunté en passant par donc, pour ce nouveau projet, j'ai signé un mandat de recherche par une société d'investissement clé en main. Cette société, quand vous signez un mandat de recherche, en fait, s'occupe de trouver le bien, vous envoie un PDF en disant, tiens, voilà un bien, il va te coûter tant, il sera à tel endroit, on pense le louer tant, on va faire tant de travaux. Donc, c'est très précis sur la présentation du projet. Donc, c'est vraiment comme un produit financier qui est net, clair et précis. Donc, vous dites oui, non, parce que pour telle raison, le budget est trop élevé, c'est pas assez élevé, il n'y a pas assez de travaux, il y a trop de travaux, tout ça. Donc, moi, en gros, le premier, j'ai dit que je voulais pas ce premier projet. J'ai eu une deuxième proposition d'un autre projet, j'ai dit oui. Du coup, en décembre, j'ai fait la visite du bien. J'étais pas obligé, j'aurais très bien pu faire tout à distance. Donc, j'ai visité le bien. Donc, c'était un immeuble de 4 appartements. Et en fait, il y avait 3 appartements qui étaient déjà rénovés, un qui a encore des travaux. Donc, du coup, j'ai fait OK, j'ai signé le compromis. 3 mois plus tard, j'ai signé l'acte authentique. Donc, c'était il y a quelques semaines. Et donc là, les travaux pour le 4e appartement vont commencer. Et donc, je vais pouvoir bientôt le mettre en location. Et donc, toute cette partie-là de projet immobilier, comment est-ce que ça va se dérouler, combien ça m'a réellement coûté, donc en parlant des frais de notaire, mais aussi des frais d'agence, des frais de création de SCI, des frais de déplacement. Donc, vraiment, moi, ce que je veux, c'est à la virgule près combien est-ce que ça m'a coûté, en temps aussi, en énergie, tout ça. Donc, j'essaie de faire un petit récap total. Je ferai une grosse vidéo sur ma chaîne principale où, justement, j'expliquerai tout ce gros projet total pour donner de la clarté aux gens, pour qu'ils se disent, en fait, investir dans l'immobilier, ça ressemble à quoi ? Et d'ailleurs, j'avais documenté mon premier achat, donc celui de Châtellerault, sur comment est-ce que j'avais fait. Et voilà, donc je pense que ça peut intéresser des gens. Et j'ai oublié ta question, donc c'était un peu mon parcours. Ouais. Et voilà, donc là, du coup, comme ça se passe bien, si je trouve des locataires pour ce projet-là, je vais probablement refaire un autre projet parce que je suis encore en CDI, j'ai toujours mes revenus qui sont assez élevés, donc autant recontinuer jusqu'à ce que je puisse plus emprunter. Et ensuite, dès que je pourrai plus emprunter, je ferai autre chose, ou peut-être que je ferai plus d'apports avec ma société. Mais en tout cas, pour l'instant, j'emprunte à titre personnel. Alors là, j'emprunte à titre personnel, mais j'ai emprunté avec une SCI. Donc en gros, j'ai acheté l'immeuble avec la SCI. Ce sera peut-être l'occasion d'en parler dans une grosse vidéo, mais rapidement, pourquoi est-ce que j'ai fait une SCI? C'est parce que comme c'était 4 appartements, donc 2 de 40 mètres carrés, 1 de 55 à 1 de 70, c'était des gros volumes dans une petite ville où tu as moins de 5000 habitants. Et en fait, c'est compliqué de louer du meublé sur des villes qui sont assez petites. Donc, il fallait forcément que je l'exploite en nu. Et en fait, si je l'exploite en nu, en gros, ça fait que je vais avoir beaucoup d'impôts fonciers qui vont se rajouter à mon impôt personnel, donc mon impôt sur le revenu. Et comme je suis déjà imposé à une TMI, une tranche marginale d'imposition de 30%, en gros, ça me ferait payer pas mal d'impôts en plus. Et en fait, si je faisais la comparaison avec une SCI, en fait, je paye à peu près l'équivalent, sauf que l'avantage de la SCI, c'est que ça me dissocie la fiscalité des revenus locatifs. Donc, en gros, la SCI va payer son impôt, et tant que je ne sors rien de la SCI pour mettre dans ma poche, je ne paye pas plus d'impôts. Donc, je me suis dit, je préfère dissocier ça, donc avoir mon impôt sur la SCI de son côté, mon impôt personnel de mon côté. Et comme ça me permet de mieux scinder. Donc, si j'augmente mes revenus, mes revenus personnels, ça n'aura pas d'impact avec l'immobilier que j'ai déjà à côté. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop, j'ai pas perdu les gens. Moi, non, en tout cas. Mais toi, tu investis déjà dans l'immobilier déjà? Ouais, donc j'en parlais avec Julien dans la dernière interview. Moi, c'est un peu particulier. J'ai acheté des terrains, si tu veux. J'ai acheté des terrains tout autour de chez mon père pour pouvoir protéger sa maison. Et être sûr qu'il n'y ait jamais rien sur ces terrains et qu'on soit tranquille. Et il y a des personnes qui mettent leurs chevaux dessus et je les loue pour qu'il y ait leurs chevaux. Donc c'est une espèce de colocation, si tu veux, mais en version cheval. Si tu veux. Ah, c'est marrant. Et c'est que pour les comment dire, les entraîner, etc. ou c'est
pour les stocker, Non, enfin non. pas les stocker, je sais pas comment on dit, stocker un cheval. Ouais, non, alors en fait, si tu veux, moi, c'est une location de terre, si tu veux. C'est juste pour qu'ils puissent être là au prix stocké, comme tu disais. Alors ils se sont créés un petit carré pour pouvoir s'entraîner et tout, mais le but, c'est vraiment, c'est pas une écurie. Tu vois, c'est vraiment, les chevaux sont là, ils sont à l'air libre, ils font leur vie, ils ont un abri, ils peuvent boire quand ils veulent, ils mangent quand ils veulent, ils ont de l'herbe, etc. Ils font leur life, et leurs propriétaires viennent, ils vont en balade avec, ils font leur truc. Et il n'y a pas du tout c'est pas, quand je le loue, c'est pas pour faire de l'argent. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? C'est C'est plus ce que je par veux dire. dédommagement, enfin, c'est plus par indemnité, on va dire plutôt. Ouais, exactement. En fait, quoi qu'il arrive, j'aurais acheté les terrains pour sécuriser, comme je t'ai dit, la maison. Donc ça, c'était le but premier. Donc qu'il y ait quelqu'un ou pas dessus, je m'en fichais. Je pouvais payer mon crédit, je pouvais être tranquille. Le plus, c'était d'avoir des gens. S'il y en a, c'est très bien. S'il y en a pas, c'est pas grave. Et voilà. Et c'est assez bizarre parce que moi, ben, j'étais plus dans l'optique alors au tout début, de me dire j'achète ma résidence principale, puis après à me dire bon, ben acheter sa résidence principale, vaut mieux essayer de voir si je peux pas acheter pour faire du locatif, notamment en LMNP, etc. Et au final, ben comme toi, tu vois, les opportunités de la vie, mon père il m'appelle un jour, il me fait ouais, il y a ça à acheter, tu veux acheter des terrains? Je suis qu'est-ce que je vais foutre avec des terrains? Moi, tu sais, j'étais déjà avec le truc d'achat-revente et tout, tu sais, j'avais pris des formations, et j'étais là, oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, aujourd'hui, j'en suis plus qu'heureux. Je pense que c'est la meilleure opportunité que j'ai eu de ma vie parce qu'on a acheté la tranquillité et, euh, et ça a pas de prix. Et ça a même un petit inconvénient, c'est que maintenant, c'est très bizarre quand je fais des visites, je me dis, tu sais, je suis habitué à ce qu'il n'y ait rien autour. Alors je suis de Bayonne, je suis à 8 minutes à peine de Bayonne, donc je suis vraiment à côté et il n'y a pas un voisin à 200 mètres, tu vois. Et maintenant, à chaque fois, tu sais, il y a ces trucs de dire, ah ben là, il y a du monde, là, les maisons, elles sont collées, là. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, d'accord, C'est ok. c'est Ah oui, assez. donc, et du coup, ces terrains-là, tu vas vraiment pas les exploiter, quoi, tu vas rien en faire, quoi. Ah non. Bah, à part pour les chevaux, pour les gens qui ont des chevaux, j'en ferai jamais rien. Ok, bah, c'est Donc, cool, hein. Voilà, c'est que ça reste campagne et qu'on reste tranquille. Et ça n'a pas trop d'impact, justement, sur ta capacité d'emprunt après derrière, si tu veux faire d'autres projets et tout ça? Bah, pour le coup, oui. C'est pour ça que le but, c'est de rembourser le crédit au plus vite. D'essayer de rembourser ce crédit parce que, bah, bien évidemment, un bien immobilier, demain, toi, l'un de tes biens, si tu dois les revendre, tu vas pouvoir les revendre et avoir de l'argent si tu as besoin. Moi, le but, c'est, comme je t'ai dit, c'est de les garder à vie et de ne jamais les vendre. Donc, tu sais, j'ai pas ce truc de me dire, bah, si je veux faire un autre bien, bah, je qu'à vendre celui-là et on s'en fiche, tu vois. Donc, le but, c'est de le rembourser au plus vite. Et après, comme ça, j'aurai pas ce boulet au pied, entre guillemets, de me dire, allez, hop, ça c'est, voilà, ce sera là et c'est tout, quoi. Ok, je donc, comprends. Mais c'est assez particulier comme situation. Et dernière petite question sur l'immobilier, pour les personnes qui nous regardent, j'ai beaucoup d'amis qui osent pas se lancer, voilà, qui ont des blocages divers et variés, que ce soit la banque, que ce soit le fait d'avoir un crédit à payer tous les mois, une espèce d'épée Damoclès au-dessus de la tête tout le temps. Est-ce que toi, tu as eu des peurs avant d'investir et comment tu les as surmontées, ces peurs? Ouais, moi, en gros, la très grosse peur, bah, c'était, en fait, c'est pareil, c'est en gros le fait que ça me dépasse. Et mes parents, ils étaient en mode, acheter un immeuble ou un bien immobilier et tout, c'est pas acheter une baguette de pain. Et en fait, le fait de me dire ça, bah, c'est vrai que tu te dis, bah ouais, c'est pas n'importe quoi. Mais en même temps, en fait, je me suis rationalisé. Enfin, en fait, c'est après expérience, n'importe quel investisseur te le dira, c'est enfin, même toi, hein, une fois que tu l'as acheté, bah, en fait, tu sais que ça a une valeur vénale, le truc que tu as acheté. Donc, c'est pas en mode, t'as acheté une baguette de pain, mais tu peux pas la revendre dans la rue derrière. Bah, là, l'immobilier, tu peux le revendre. Tu peux le revendre au prix que tu as acheté, tu peux le revendre plus cher, ou peut-être que tu peux faire une moins-value et payer un petit peu moins cher, mais au moins, tu sais que ça a une vraie valeur et que tu peux le revendre, quoi. Et donc, du coup, c'est ça qui m'a vachement rassuré, donc a posteriori, mais en gros, avant, qu'est-ce qui m'a rassuré pour faire le premier projet, c'était le fait que l'appartement que j'avais acheté, en gros, j'ai un ami qui m'avait parlé de ce bien-là, qui lui avait acheté le même appartement au niveau du dessus, qui était exactement la copie conforme de l'appartement. Donc lui, en plus, il était en mode investisseur, donc il avait un peu la même vision que moi et tout. Et je savais pour combien est-ce qu'il avait meublé, je savais pour combien est-ce qu'il l'avait loué, à quelle personne, est-ce que ça a mis du temps à se mettre en avant en vente, quelle était son annonce, son annonce Le Bon Coin pour essayer de voir qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui allait pas et tout ça. Donc ça, j'avais plein de points de référence qui étaient du coup typiquement les mêmes. Et donc ça m'a vachement aidé parce que j'avais un peu ce mentor sur tout le projet et tout. Et je pense que c'est un peu mon conseil que je donnerais aux gens, c'est que si vous savez pas trop comment faire, comment démarrer tout ça, prenez en référence
un ami à vous ou une connaissance que vous avez, tout ça, une sorte de mentor qui peut vous accompagner sur tout le projet. Donc en fait, c'est voilà, vous êtes sur WhatsApp, vous envoyez des messages, bah, tiens, je comprends pas, on me demande ça, est-ce que c'est normal? Ou tiens, est-ce que ça te dit qu'on passe 5 minutes pour voir le compromis de vente, des choses comme ça. Moi, genre là, par exemple, un truc tout bête, mais c'était comment est-ce qu'on fait pour dire je veux acheter le bien? Comment est-ce que je formule mon offre d'achat? Un truc tout débile, mais en fait, personne ne te l'explique comment faire. Et donc, du coup, j'ai demandé à mon pote bah, comment je fais. Il me dit bah, c'est très simple. Tu prends le mail de l'agence, tu envoies un mail en disant bonjour, je souhaiterais, suite à la visite, je veux t'acheter le bien pour tant d'euros. Voici mon offre, qui est sous condition d'obtenir les PV d'AG, donc les procès-verbaux de l'Assemblée générale, les relevés des dernières factures d'électricité, par exemple, et autres informations. Et du coup, sans qu'ils me le disent, moi, je ne sais pas comment j'aurais pu faire, quoi. Et donc voilà, donc ça m'a vachement aidé. Et donc voilà, mon conseil, c'est donc de prendre un mentor et idéalement de prendre un mentor qui est débutant encore, c'est-à-dire qui n'est pas encore un gros investisseur. Parce qu'en gros, un gros investisseur, il va vous dire bah, c'est hyper simple d'investir. Moi, j'achète des immeubles, machin, je fais de l'achat-revente et tout ça. Donc pour lui, c'est simple, mais je pense qu'il faut prendre quelqu'un qui a que quelques années d'expérience, que ça va encore plus vous rapprocher de lui, parce que vous aurez les mêmes problèmes à quelques années près, quoi. Ouais, la différence sera peut-être moins grande et comme tu dis, un compromis, lui, il va dire, mais comment tu fais pour pas savoir ça, tu vois? Alors que Bah, lui, il c'est en la a fait des centaines. Centaines, et alors que toi, tu vas dire, mais mec, j'ai jamais mis les pieds dans une banque pour faire un crédit, j'ai jamais fait une visite, je vais poser peut-être des questions bêtes. Non, et en fait, il n'y a jamais de Jamais. questions bêtes. Voilà, ça faut toujours poser même plein de questions. Moi, je préfère poser plein de questions, mais quitte à. En fait, des fois, je pose des questions, je me réponds à moi-même en me disant, mais attends, j'ai compris ce que je cherchais. Mais c'est important d'avoir quelqu'un et tout, je pense, de support, en support. Ouais. Et est-ce que tu penses que c'est un bon levier pour une personne qui commence dans la vie d'investir dans l'immobilier, ou est-ce que tu lui préconiserais d'avoir, on va dire, les reins solides avec une bonne capacité, enfin, une bonne sécurité au niveau de son épargne? Ou est-ce que c'est peut être donné à tout le monde? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois. Moi, je pense que c'est pas spécialement. Enfin, je verrais pas ça comme un bon levier. En fait, ça dépend. En fait, ça dépend de tellement de possibilités et tout. Moi, j'avoue, je suis un peu contre les sujets. Enfin, les mecs qui vont dire ouais. Quoi, t'as 20 000 balles sur ton compte et t'investis pas en bourse, alors tu devrais absolument investir et tout. Je pense que ça dépend des projets de vie des gens, en fait. Et là, par exemple, là, j'ai acheté l'immeuble. Et en fait, je me suis rendu compte que certes, j'ai de l'épargne, mais j'en ai pas tant que ça, tu vois. Et je me dis, bah tiens, si j'ai un problème, et ben en vrai, j'aurais peut-être besoin de plus d'épargne. Donc du coup, là, j'ai fait une pause sur mes investissements en bourse parce que je veux me refaire une épargne et être vraiment à l'aise en mode, il peut m'arriver une couille, ça va pas du tout changer mon style de vie, j'aurais pas besoin de vendre des trucs ou quoi que ce soit. Et en gros, je dis, quelqu'un qui gagne, par exemple, je sais pas, qui gagne le SMIC, qui gagne 1 500 euros par mois ou peut-être même un peu plus, mais qui a que 10 000 ou 20 000 euros d'épargne, je ne sais pas si je lui conseillerais d'acheter de l'immobilier, tu vois. Moi, je lui conseillerais peut-être d'avoir plus d'épargne ou d'arriver à financer son projet avec le moins d'apport possible. Mais en tout cas, je lui conseillerais surtout d'avoir une grosse épargne. Moi, en gros, je conseillerais à quelqu'un qui fait de l'immobilier d'avoir une grosse épargne. Et je pense que s'il te reste 5 000 ou 10 000 euros, 10 000 euros, c'est OK, mais 5 000 euros, pour moi, c'est trop peu et c'est vraiment une mauvaise idée si tu fais de l'immobilier. Après, évidemment, ça dépend le projet, tu vois. Là, l'immeuble, l'appartement que j'ai acheté à 40 000, s'il me reste 10 000 euros, c'est largement OK. Mais s'il me restait 2 000 euros, un peu de chance, quoi. Ok. Et pour finir, on va finir, ça fait déjà 1 heure qu'on discute, par parler, ouais, carrément, vite fait de bourse. Donc, comme on disait, c'était pas vraiment un revenu passif parce que toi, tu fais jouer, comme tu disais, les intérêts composés, je suppose. Donc, tu réinvestissais tout ce que tu gagnais. Et quel est ton objectif avec la bourse? Ça va être quoi? C'est plus te constituer un patrimoine boursier pour avoir ton argent qui est placé et qui est, on va dire, sécurisé, plus que de tout laisser en banque, ou c'est tu as une optique dans 40 ans, te dire ok, à partir de telle date, j'investis plus et peut-être je vis de mes dividendes et de mes rentes. J'avais vraiment cette idée-là, un peu comme ça, de me dire j'investis beaucoup pendant des années et à 35 ans, en gros, j'inverse, c'est-à-dire qu'en gros, j'arrête d'investir et je commence à faire mes retraits. Je pense que je vais garder ce système-là. En fait, je pense que ça va défendre surtout de ma situation professionnelle à ce moment-là, parce qu'en fait, c'est compliqué de faire des plans et de savoir ce qui va être en être, enfin, ce qui va en être. Mais pour le moment, évidemment que je le vois comme un moyen de, comment dire, de me créer, enfin, en gros, de
placer mon capital et de le faire fructifier. Donc ça, c'est le premier moyen. Mais pour le moment, je ne le vois pas encore comme une source de revenus. Donc pour le moment, je ne le vois pas à 35 ans, justement, je vais arrêter d'investir et je vais commencer à me retirer. Parce que je pense que quand j'aurai 35 ans, j'aurai fait tellement de choses dans ma vie active, donc salarié, revenu passif et tout ça, enfin revenu plus ou moins passif, donc ma SASU, ma société, tout ça. Je pense que normalement, si tu fais bien les choses, ta société gagne de plus en plus d'argent et en fait, tu gagnes déjà largement suffisamment bien ta vie avec ton activité principale que tes rentes. Donc moi, je le verrais plus dans une phase de retraite où ce sera plus, donc pas quand j'aurai 35 ans, mais que j'aurai vraiment genre 60, 70 ans et que je serai en mode, j'ai plus ma société, je l'ai vendue ou alors j'en ai plus rien fait. Et là, j'ai besoin de revenus, un flux de revenus. Donc là, je pense que les actions à dividendes, c'est là où ce sera intéressant. Donc en vrai, je ne sais pas encore. C'est d'ailleurs pour ça que je ne fais pas full action à dividende. Je fais une partie principale en action à dividende, mais j'ai aussi mon PEA où là j'ai ETF et donc c'est du capitalisant. Et là au moins ça me permet de me dire, bon bah là je ne sais pas ce que je vais faire de cet argent, je le place, j'investis, je vois ce que ça donne. Donc c'est plus dans cette optique-là. En gros, c'est plus dans l'optique de au lieu de l'épargner, je l'investis, je fais gagner de l'argent, mais je me dis pas c'est une source de revenus. Parce que si je me dis ça après, je vais avoir envie de faire des retraits, mais du coup en fait je trouve que c'est un biais bizarre intellectuel. En gros, tu as envie de faire des retraits de ton argent que tu as gagné de dividendes, mais en même temps, tu te dis, il faut que je continue d'investir pour gagner encore plus de revenus à dividendes. Donc, je ne sais pas trop comment combattre ça. Il faut que je trouve ma solution encore. Ok. Toi, tu sais, est-ce que tu veux faire un peu justement sur cette stratégie? Alors, moi, j'ai une stratégie, on va dire, avec vraiment full action. Donc, plus avec des actions qui versent pour la plupart des dividendes, pas toutes, mais pour la plupart. Et une stratégie un peu comme toi, ETF. Donc, ETF, c'est vraiment, je place mon argent, il est là et il grossit, capitalisant, comme tu dis ça. Les stratégies avec les dividendes, je les réinvestis en me disant, dans quelques années, tu vois, comme on disait, faire le switch à se dire à partir de tel, je te dis une grosse bêtise, tu vois, peut-être dans 15-20 ans, te dire, ok, là je touche grosso merdo 2000 euros de dividendes par mois, voilà, pour faire simple. Donc je sais que j'ai ces 2000 euros et à partir de ce moment-là, je les réinvestis plus. Par contre, peut-être que je quitterai mon activité principale, tu vois, pour me dégager du temps, gagner peut-être moins d'argent, plus que j'aurai mes dividendes qui seront plus réinvestis et j'aurai plus ma rentrée en tant que salarié. Mais j'aurai du temps pour moi, j'aurai cette sécurité de ces 2000 euros qui, normalement, tombent à chaque fois et sans pression. Donc voilà, je suis plus dans cette optique-là. Après, peut-être que demain, je changerai de... Voilà, je le verrai plus comme ça et je me dirai peut-être, t'es un ouf, il faut pas faire ça. Peut-être que... On sait pas. On sait Ouais, je pas, comprends. donc, En fait, c'est ça. Il faut voir en fonction des situations de chacun. Et c'est compliqué de se projeter genre 20 ans en avance et de dire je ferai ça. En réalité, les gens, je sais pas s'ils le font réellement, quoi. Ouais, c'est pour ça que je trouve que la stratégie à dividende est géniale. La stratégie ETF est géniale aussi. Mais vu que je sais pas trop, je me dis, bon, plutôt que de faire full sur l'une ou sur l'autre et dans 30 ans de dire, oh le con, tu t'es planté, il fallait faire l'autre. Voilà, on fait un peu des deux et puis quoi qu'il arrive, normalement sur du long terme, quoi qu'il arrive, tu gagnes, t'es censé gagner de l'argent en bourse. Donc tu seras pas trop perdant et ce sera toujours de l'économie qui sera là et qui va dormir. Donc voilà, mais je le vois comme toi, je le vois pas comme une source de revenus passifs, sachant que je joue avec les intérêts composés. C'est un petit peu comme les loyers en immobilier. Tu parlais tout à l'heure, toi, que tu investissais via ta SCPI. Je pense que c'est un peu le côté intérêt composé de l'immobilier. Tant que tu sors pas ces loyers-là pour te faire un salaire, eh bien, tu les réinvestis dans d'autres projets. Donc, ça fait cet effet boule de neige et on peut pas vraiment dire que c'est un revenu complémentaire tant que tu l'as pas retiré pour le claquer dans un resto, un voyage ou quelque chose comme ça. Mais après, même en réalité, si je termine sur une petite touche, mais en gros, c'est même pire que ça, parce que là, par exemple, pour le coût des dividendes, moi, en 2022, j'ai touché, il faudrait que je refasse ce calcul, mais je crois pas loin de 2000 euros de dividendes. En gros, ces 2000 euros de dividendes, ils vont être imposés à la flat tax ou à l'option sur le barème progressif si je choisis cette option pour les fins de fiscalité. Mais en gros, si je prends la flat tax à 30%, je vais devoir payer ces 30% d'impôts. Et en gros, là, je vais pas me faire un virement de mon compte titre à mon compte perso de ces fameux 30%. Je vais les payer de mon salaire. Donc en réalité, ça me coûte donc à la fois le fait d'investir tous les mois, mais aussi ça me coûte pour l'instant en impôts. Et ça va me rapporter que dans 20 ans, quand je commencerai à me faire des retraits, etc. Donc là, évidemment, je fais jouer mes intérêts composés, mais c'est pour ça que je préfère que j'aime bien en parler parce que les gens qui se disent ouais, je me crée un nouveau salaire grâce aux dividendes,
En fait, c'est ce que tu te dis, là, année 1, année 2, tu dis, ah, chelou, j'ai commencé à payer des impôts. Ensuite, année 3, année 4, année 5, tu dis, en fait, c'est ce qu'il faut faire. C'est qu'il faut commencer à payer des impôts, etc. Et ensuite, dans une deuxième phase de retrait. Donc, je pense qu'il faut bien le voir en 2 phases. Phase 1, phase 2, tu vois. Mais voilà. Ouais. Un petit, Non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Ou alors, si une personne veut avoir ce revenu complémentaire, il faut que ce soit une personne qui a, je te dis une bêtise, 100 000 ou 200 000 ou j'en sais un 500 000 euros sur son compte. Le mec, il dit, OK, j'investis là, 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 je mets ces 500 000 euros, ils sont là, et par contre, tous les dividendes que je touche, je retire tout. Mais du coup, pour nous qui sommes en phase d'investissement, bah, ça nous fait sauter dans plusieurs années en avant. Et voilà. Donc là, je pense que c'est qu'à partir de ce moment-là que ce sera voilà, un vrai revenu complémentaire. Et juste pour terminer vite fait, on n'en parle pas assez. Et j'en parlais pareil avec Julien, je sais plus si c'était dans l'interview ou en off. On parlait de revenus complémentaires. Donc c'est le sujet de notre vidéo. Qu'est-ce que tu penses de juste avoir un travail en plus comme revenu complémentaire? Est-ce que tu penses que le travail comme revenu complémentaire est sous-coté? Bah, moi, je pense que clairement, parce que j'en suis la preuve, hein, tu vois, j'ai fait donc mon travail d'apprenti. J'ai fait, donc en gros, j'avais lancé ma micro-entreprise en plus à côté, mais j'aurais pu faire tout à fait autre chose, hein. J'aurais pu faire, je sais pas, caissier chez McDo ou quoi, pour avoir plus d'argent encore. Et donc, en gros, utiliser mon temps où je faisais rien pour avoir des sous. Donc, moi, j'avais fait la micro-entreprise parce que à l'époque, donc je faisais un peu de freelance au tout début. Et ensuite, je me suis dit, bon, ben, je gagne rien avec la freelance. Je gagnais quelques centaines d'euros, enfin, ouais, quelques centaines d'euros par mois. C'était ensuite en dents de scie, c'était pas vraiment très prédictible. L'avantage des travaux supplémentaires, si on prend un job étudiant ou quoi, bah, on sait qu'on est payé tant d'euros de l'heure, ou au moins on sait qu'on va bosser sur une certaine plage horaire, on sait qu'on a un certain revenu. Et c'est moins non prédictible que de la vente de formation ou lancer une chaîne YouTube ou quoi. Donc c'est pour ça que moi je pense qu'il faut démarrer par des activités où on corrèle notre temps avec nos revenus. Donc soit par exemple faire un job étudiant, donc un McDo, livreur Uber Eats. Moi j'ai fait ça pendant un hiver, peut-être même pendant un an en entier, je crois pendant un an quasiment. Donc j'ai fait ça, et du coup ce qui est bien, c'est que tu te dis, bah tiens, ce soir il est 18h, je lance l'appli, je fais OK, et ensuite à 22h tu fais stop, et bah tu sais, hop, tu as gagné tant d'euros parce que tu étais actif, tu étais dessus. Donc certes, c'est pas passif, mais au moins tu choisis tes horaires, tu choisis quand est-ce que tu veux gagner des sous. Donc ça, je trouvais ça très bien. Et du coup, c'est ce que je recommanderais aux gens de faire ça. Et puis, s'ils veulent lancer tout de même un business, donc une chaîne YouTube, un truc secondaire et tout, commencez par vendre des trucs en rapport avec votre temps, parce que c'est plus facile de le valoriser, ou de votre action. Par exemple, si vous faites une chaîne YouTube sur le potager, ou je sais pas, je reprends le jardinage, bah, en gros, au lieu de vendre une formation sur comment faire son bon potager, commencez à vendre des appels téléphoniques, des appels téléphoniques, ou alors des consultations, des coachings, des trucs de consultation, on va dire, voilà, des coachings aux gens. Donc là, certes, ça va vous prendre du temps, mais comme ça, vous allez pouvoir discuter avec vos clients, vous allez pouvoir créer une relation avec eux, vous allez savoir ce qu'ils ont comme problème et tout, au lieu de vous lancer tête baissée dans une formation qui peut-être ne va intéresser personne. Et donc moi, par exemple, sur Interactive Broker, je ne sais pas quel type de formation je veux faire, donc j'ai proposé justement ce système de consultation qui est à l'heure. Et bien en fait, comme ça, je vais pouvoir discuter avec les gens, et plus je discute avec eux, plus je discute avec des gens qui sont investisseurs sur cette plateforme, plus je sais quelles sont leurs problématiques, et plus je sais que je vais pouvoir ou non vendre une formation à ces personnes-là. Donc voilà, c'est un peu mon petit conseil. Donc soit faire un vrai travail à l'heure, soit de faire un business, mais de commencer avec une rémunération plutôt à l'heure. Ok. Et qu'est-ce que tu conseillerais pour une personne qui nous regarde là aujourd'hui, qui te dit, moi je gagne, je te dis une bêtise, hein, le SMIC, j'aimerais avoir un revenu complémentaire. Qu'est-ce que tu conseillerais plus, comme on disait à l'instant, de prendre un job ou de se lancer dans autre chose, dans la création de tout ce qu'on a vu, d'une chaîne YouTube, je sais pas, d'un blog, de faire de l'affiliation, du sponsoring, d'écrire un livre ou des choses comme ça. Si toi, Là, tu devais recommencer à zéro, Ouais. comment tu le ferais, en gros? Là, moi, ce que je ferais, c'est que je ferais du freelance direct. Je ferais beaucoup de freelance. Là, après, ça dépend évidemment des thématiques, de la compétence des gens et de leur âge et tout. Mais principalement, je dirais que si quelqu'un est jeune et qui est au SMIC, je dirais d'apprendre des trucs un peu techniques. Donc, de l'informatique, donc du développement, du graphisme, du design, du community management, des choses comme ça. Et en gros, se lancer dans ce genre de métiers-là, parce qu'en fait, c'est là où tu as le plus de demandes et c'est là où tu as des
très gros TJM, donc taux journalier moyen. C'est des revenus qu'on peut faire par jour. Et ça, on peut tout à fait prendre des clients le soir et le week-end et tout. Et en gros, moi, en gros, quand je discute avec d'autres potes qui sont freelance, ils me disent qu'ils font des TJM à 400, 500, 600 euros sur des niches particulières. Donc, ils vont être, par exemple, sur du Shopify, donc des développeurs Shopify, ils vont être des développeurs Webflow, ils vont être spécialisés dans de la conversion, dans du SEO, des trucs comme ça. Et ben, ça permet de tout de suite avoir des taux de rémunération assez élevés plutôt que de faire du babysitting. Après, je pense que si vous voulez vraiment pas vous prendre la tête et dire, bah, moi, je veux gagner quelques centaines d'euros par mois en plus, faites un truc taux horaire, comme ça vous êtes garanti, vous êtes sûr de gagner de l'argent. Si vous voulez prendre un peu plus de risques, entre guillemets, formez-vous et mettez-vous sur la plateforme Malte, inscrivez-vous en tant que freelance et faites ça. Et ça, je pense qu'on peut gagner pas mal de sous avec. Mais il faut avoir la compétence de déjà arriver à se vendre en tant qu'entrepreneur, parce que c'est pas facile d'être freelance et de dire bah, je suis compétent dans un nouveau sujet que j'ai appris il y a 3 mois. Donc ça dépend des gens, ça dépend de l'âge. Moi, idéalement, si je devais recommencer, moi je ferais full freelance en mode développeur web et ou designer, graphiste, un truc comme ça. Ok, très bien. Mais écoute, merci beaucoup pour ce temps passé ensemble. Vous aurez bien évidemment tous les liens, que ce soit du livre, je vous le remontre, d'Axel ou de sa chaîne dans la description. Merci beaucoup Axel d'avoir pris le temps de venir sur ma chaîne et de faire cette petite interview. Et on se retrouve très vite, peut-être pour une prochaine vidéo. Avec plaisir, Bon, merci Lucas. Ciao. Yes, ciao.